Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a 2 ans, sa réélection au poste de maire de Paris semblait compromise. Aujourd'hui, elle rêve de se présenter à la prochaine présidentielle. Comment Anne Hidalgo se prépare pour 2022 ? Élément de réponse avec 2 journalistes du Parisien, Marie-Anne Guéraud de l'Agence de Paris et Julien Dufay du service politique. Julien Dufay, à gauche, Jean-Luc Mélenchon est déjà candidat pour 2022, mais chez les Verts ou chez les socialistes, qui peut se présenter à la prochaine présidentielle ? Chez les écologistes, il y a l'eurodéputé Yannick Jadot, il y a le maire de Grenoble Éric Piolle, qui lui aussi cache de moins en moins ses ambitions. Il y a une autre candidate qui est l'ex numéro 2 du mouvement, Sandrine Rousseau. Alors ces 3-là vont devoir en théorie se départager lors d'une primaire ouverte chez les écologistes. Et puis ailleurs, à gauche, dans la galaxie socialiste, il y a Arnaud Montebourg, alors qu'il n'est plus au PS, mais qui depuis le début de l'année opère un retour, a même monté un mouvement pour sa possible candidature. Moins probable, mais on parle toujours de l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, dont certains voudraient qu'elle revienne. Il y a François Hollande, l'ex-président, qui intervient régulièrement dans les médias. Et puis il y a la maire de Paris, socialiste, Anne Hidalgo. Au PS, beaucoup veulent éviter une primaire, en grande partie parce qu'il y a le précédent de 2017. Rappelez-nous cet épisode d'un mot. Oui, cette primaire citoyenne de 2017, où au deuxième tour, c'est Benoît Hamon qui l'emporte face à Manuel Valls. Et quelques semaines plus tard, Benoît Hamon réalise un peu plus de 6% des voix au premier tour de la présidentielle, ce qui est un score historiquement bas pour le PS et la gauche en général. Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle dit envisager une candidature en tant que socialiste ? Alors, elle ne renie pas son appartenance évidemment au Parti socialiste, mais comme beaucoup, elle se place au-delà des partis. Elle veut notamment agréger les écologistes, en fait occuper l'espace politique entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le problème, c'est que sur cet espace, il y a aussi, par exemple, Yannick Jadot. Être maire de Paris, c'est être maire de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Julien Dufay, Marie-Anne Guéraud, vous allez nous raconter comment Anne Hidalgo en est venue à se positionner comme une candidate potentielle pour 2022. Marie-Anne Guéraud, on commence ce récit le 28 juin au soir du second tour des municipales. Anne Hidalgo est réélue largement à Paris. Absolument, elle a remporté finalement le second tour avec 48,70% des voix, donc c'est un très bon score et puis c'est surtout inespéré parce que rappelez-vous que 2 ans plus tôt, tout le monde l'a donnée plutôt perdante à Paris. Elle avait beaucoup de dossiers problématiques sur son bureau, un mode de gouvernance qui était très critiqué, donc personne ne pouvait se douter qu'en 2020 elle serait réélue avec un aussi bon score. Croyez-moi, cet avenir sera à la hauteur de nos espérances. Alors vive les Parisiennes, vive les Parisiens et vive Paris et merci! Le début de son second mandat est marqué par l'affaire Christophe Girard, son adjoint contraint à la démission, vivement critiqué pour avoir soutenu dans les années 80 l'écrivain ouvertement pédophile Gabriel Matzneff. Julien Dufay, on en revient à Anne Hidalgo le 21 juillet à Tours. Elle participe au lancement d'un réseau des grandes villes géré en commun par les socialistes et les Verts. Oui, c'est une initiative commune donc, d'Anne Hidalgo et du maire de Grenoble, dont on a déjà parlé, Éric Piolle. Donc c'est un réseau qui s'appelle Cité en commun. Il est lancé à Tours avec des maires écologistes, élus par exemple à Bordeaux ou Poitiers en juin, mais aussi des maires socialistes de Rennes ou Nantes par exemple. L'objectif affiché, c'est de partager des bonnes pratiques, c'est de faire pression aussi sur le gouvernement pour accélérer sur l'écologie. Mais ces maires se demandent si la gestion commune écologiste et socialiste dans ces villes ne pourrait pas avoir un avenir à la tête du pays. Le 9 août, dans Le Parisien, vous racontez que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, Anne Hidalgo est considérée comme une adversaire sérieuse. Oui, dans l'entourage du président, on a bien vu qu'elle avait été réélue confortablement, qu'elle pouvait voir plus loin. L'hôtel de ville à Paris, ça peut être un tremplin politique. On l'a vu notamment avec Jacques Chirac dans le passé. Il y a notamment un poids lourd du gouvernement qui insiste sur son sang-froid. En fait, il dit d'elle qu'elle ne tremble jamais. Personne ne veut la sous-estimer au sein de la Macronie. Marie-Anne Guéraud, à ce moment-là, elle se défend de penser à la présidentielle de 2022 ?
Ah bah oui, elle vient d'être réélue à l'Hôtel de Ville, hein. Elle est maire de Paris, donc évidemment, elle et puis son entourage continuent de répéter que non, elle n'a pas du tout d'ambition nationale, qu'elle a son mandat à honorer, qu'elle a aussi les JO 2024 à préparer, autant de grandes étapes à gérer, et évidemment, officiellement, il n'est pas question d'afficher une quelconque ambition nationale. Le 3 octobre, Anne Hidalgo accorde une longue interview de rentrée aux Parisiens. Elle annonce de nouvelles coronapistes, ces pistes de vélo provisoires, le temps de l'épidémie de coronavirus. Et elle est aussi interrogée sur 2022. Alors que jusqu'ici, elle disait qu'elle était très attachée à son mandat de maire, qu'elle était élue pour servir les Parisiens. Là, quand on l'interroge sur la présidentielle, elle commence à dire qu'elle prendra toute sa part. Donc, on commence déjà à se dire, ça y est, la réflexion est engagée et elle commence petit à petit à bien expliquer qu'il faudra compter avec elle pendant cette bataille. Mais dès le lendemain, un sondage IFOP est publié dans le journal du dimanche. Sans surprise, il donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête au coude à coude au premier tour. Et cette photo de l'opinion à un instant T n'est pas vraiment flatteuse pour Anne Hidalgo. C'est un peu une douche froide, parce que le baromètre du JDD explique quand même que 6 Français sur 10 ont encore une mauvaise opinion d'elle, donc c'est pas très flatteur. Et puis surtout, le sondage la met à 9%, donc elle est très très loin d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. À ce moment-là, malgré tout, son entourage commence aussi à évoquer 2022. Oui, on voit bien qu'autour d'elle, le réseau commence un petit peu à se structurer. On évoque des réunions, on voit bien que ses proches commencent petit à petit à échafauder une organisation pour préparer les mois à venir et les prochaines étapes que Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, va devoir franchir. Julien Dufay, à ce moment-là, plusieurs personnalités socialistes parlent d'elle comme une candidate potentielle sérieuse. D'abord parce qu'à la rentrée, finalement, il y a aussi des prétendants socialistes que certains attendaient qui ne se sont pas manifestés. On pense à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve ou à Christiane Taubira. Et donc, on commence à se dire, pourquoi pas elle ? Il y a des poids lourds ou des ex-ténors du Parti socialiste comme Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui en parlent. De plus en plus de présidents d'exécutifs locaux. Et même donc le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qu'on sait plutôt prudent, mais qui déclare qu'elle pourrait faire une bonne présidente qui mènerait les Français vers la transition écologique. Anne Hidalgo, c'est votre candidate pour 2022 ? Je pense que ce serait une excellente présidente de la République. Je ne sais pas si elle sera candidate. Marianne Guéraud, à partir de là, l'opposition municipale dit qu'on ne la voit plus au Conseil de Paris. Et oui, il ne faut pas oublier que face à elle, au Conseil de Paris, il y a Rachida Dati, qui était candidate à la mairie de Paris et qui a bien l'intention de continuer à être archi-offensive à l'encontre d'Anne Hidalgo. Et le groupe de Rachida Dati va s'amuser là très vite, dans le courant de l'automne, à poster des photos sur Twitter pendant les séances du Conseil, en montrant que Anne Hidalgo n'est pas au perchoir, qu'elle a été au début de la séance présente pour animer le début des débats, mais que très vite, elle repart et que ce sont ses adjoints qui prennent la suite et qu'Anne Hidalgo, elle, disparaît. Donc ça y est, Anne Hidalgo est déjà repartie, les affaires parisiennes ne l'intéressent pas, elle doit déjà préparer la présidentielle. Je vous propose à présent de procéder au vote. Le mardi 17 novembre, le Conseil de Paris décide de donner à un lieu parisien le nom de Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine un mois plus tôt par un terroriste islamiste. Le Conseil de Paris délibère sur un lieu de la capitale portant le nom de Samuel Paty. Mais le vote ne se passe pas comme prévu. Monsieur le Président. Chaque président de groupe prend la parole, évidemment, pour donner l'avis de son groupe concernant cette décision de rendre hommage à ce professeur assassiné. Tous les groupes sont d'accord pour dire qu'il faut évidemment rendre hommage à Samuel Paty. Néanmoins, il y a une petite réflexion de Fatoumata Koné, la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, juste avant le vote. Je souhaite rappeler qu'une délibération qui date du 9 décembre 1938 précise qu'il n'est pas autorisé de dénominer une voie au nom d'une personne qui est décédée depuis moins de 5 ans. Et là, on voit qu'Anne Hidalgo est crispée. Je regrette votre position. Et reproche à Fatoumata Koné cette prise de parole qui semble donner l'impression que les écologistes restent quand même réservés sur cet hommage. Le vote a lieu et il apparaît qu'il y a des élus qui votent contre cet hommage ou qui s'abstiennent. Et très vite, vu la réserve émise par Fatoumata Koné, des élus vont laisser entendre que ce sont les écologistes qui finalement se sont retirés du vote et n'ont pas voulu voter l'hommage à Samuel Paty. J'avais précisé lors de ma prise de parole que le groupe écologiste de Paris
voté pour ce vœu, ce qui a été le cas. Donc je voudrais effectivement qu'on puisse démontrer que le groupe écologiste de Paris a bien voté pour ce vœu, puisque la situation prend une ampleur vraiment désolante. Il y a eu 141 votes pour, 20 abstentions. On sait pourquoi il y a eu autant d'abstentions sur cette idée qui semblait pouvoir mettre tout le monde d'accord ? Quand on appelle très vite l'hôtel de ville pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a eu autant d'abstentions, la réponse qu'on nous fait, c'est non, pas de panique, il y a eu un bug informatique, il faut rappeler qu'on est en pleine épidémie, que le Conseil de Paris se tient pour partie à distance pour certains élus. Donc tout ça fait qu'il y a eu un petit bug et le nombre d'abstentions et de votes contre n'est pas vraiment la réalité. Anne Hidalgo est interrogée le samedi suivant sur ce sujet par BFM TV. Anne Hidalgo ne dément pas l'information. Elle semble accréditer la thèse qu'effectivement, les écologistes ont voté contre l'hommage à Samuel Paty. Je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Ce problème de rapport à la République, il doit être clarifié. On a eu un certain nombre de crises où on a eu l'occasion de se dire ces choses-là, et encore récemment sur Samuel Paty. Elle explique qu'en fait, ils ont une ambiguïté dans leur rapport à la République et elle les invite même à progresser sur les questions de la République. Donc elle enfonce le clou, ce qui rend les écologistes parisiens fous furieux. Ils disent quoi, justement, les écologistes parisiens ? Ils demandent des excuses, ils veulent absolument que Anne Hidalgo revienne sur ses propos. Il y a même Julien Bayou, le patron des écologistes, qui va lui dire qu'il faut absolument qu'elle arrête de laisser entendre que les écologistes n'ont pas approuvé cet hommage au professeur assassiné. Marianne Guéraud, à cette période, Anne Hidalgo organise des réunions régulières à l'hôtel de ville pour évoquer 2022. Oui, c'est une petite cellule de proches qui se voit régulièrement autour de la maire de Paris. Alors il y a évidemment son directeur de cabinet, Frédéric Lénica. Il y a aussi son premier adjoint, son fidèle premier adjoint, Emmanuel Grégoire. Il y a Célia Blowell, aussi une ancienne élue écologiste qui est restée à ses côtés pour la campagne municipale de 2020, qui l'aide aussi à réfléchir au déroulé de la campagne. Et puis il y a aussi Jean-Louis Missika, qui a été le spin doctor, entre guillemets, d'Anne Hidalgo pendant la campagne de 2020 et qui l'a beaucoup aidé à sa réélection. Dans l'édition du 6 janvier de Charlie Hebdo, dans une interview, la maire de Paris parle notamment de laïcité. Jusqu'ici, Anne Hidalgo, on l'entendait beaucoup parler dans les médias d'écologie, de toits végétalisés, de pistes cyclables, de nécessité de réduire la circulation. C'était un peu ses marqueurs en tant qu'élue parisienne. Et puis là, on voit qu'elle prend la parole sur des sujets plus régaliens, puisqu'elle évoque la laïcité. Donc on comprend bien qu'elle est en train quand même de se déporter de son identité de maire de Paris vers une identité de candidate à la présidentielle. Julien Dufay, le 11 janvier, le Parisien révèle qu'Anne Hidalgo va lancer une plateforme présidentielle. De quoi s'agit-il ? C'est une plateforme qui s'appelle Idées en commun. C'est une structure. Alors, ses proches disent que c'est pas un fan club Hidalgo, c'est pas une écurie présidentielle, en tout cas pas encore. En fait, c'est une structure qui est créée pour fédérer en fait autour d'Anne Hidalgo. Alors fédérer des intellectuels, des économistes, des têtes pensantes qui vont pouvoir phosphorer et lui apporter des idées, mais aussi fédérer des forces militantes, puisque l'idée c'est de créer des comités locaux partout en France pour appuyer sa candidature. Elle explique pouvoir s'appuyer sur des élus socialistes comme des maires ou des présidents de région. Oui, elle a récemment dit qu'elle voulait constituer une équipe de France du FAIRE, F-A-I-R-E, à partir de grands élus. Alors c'est un mélange assez subtil de nouveaux maires socialistes, mais aussi de personnalités assez emblématiques. Il y a Martine Aubry, la maire de Lille, avec qui elle a commencé la politique quand elle était à son cabinet au ministère du Travail. Le maire de Dijon, François Rebsamen, mais il y a aussi les maires donc, de Rennes, de Nantes, le nouveau maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, et qui ont chacun en charge des thématiques, donc éducation, logement, transition écologique. Bref, elle élargit son équipe au-delà de l'hôtel de ville et elle se structure clairement. Julien Dufay, à partir de février, Anne Hidalgo fait des déplacements en région et le premier c'est le 19 février à Nancy. Oui, donc là encore c'est à l'invitation d'un des nouveaux maires socialistes, là, une des figures du Parti socialiste, Mathieu Klein. Donc elle va se rendre dans un hôpital, voir des soignants pour évoquer la question de l'hôpital public. Elle va ensuite aller sur le campus à la rencontre d'étudiants où elle va défendre l'idée d'un RSA jeune pour les moins de 25 ans. Donc là, on voit que l'objectif, il est double, quoi. Il est à la fois de s'investir sur les sujets nationaux et puis aussi de déparisianiser son image, d'aller sur le terrain au-delà du périphérique.
Le jeudi 25 février, son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, est sur France Info et il dit qu'Anne Hidalgo veut un confinement strict à Paris. Alors on est quelques minutes après la conférence de presse de Jean Castex du 25 février où il répète qu'il veut tout faire pour éviter un confinement. Et là, donc le premier adjoint d'Anne Hidalgo, à plusieurs reprises, va défendre en fait un confinement strict dans la capitale de 3 semaines. Ne faut-il pas mieux poser la question d'un durcissement du confinement à court terme, de façon à vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans 3 semaines de tout réouvrir? Il va dire que c'est la seule solution et que les mesures de couvre-feu sont des demi-mesures qui sont à la fois inefficaces et qui pèsent sur le moral des Parisiens et des Français. Marianne Guéraud, que se passe-t-il dans les jours qui suivent ? Très vite, cette proposition d'Emmanuel Grégoire va être critiquée, en fait, parce que ça apparaît comme une décision prise par Paris seul, alors que Paris confiné seul dans la région Île-de-France, ça n'a aucun sens. Et puis là où Anne Hidalgo reproche au gouvernement de ne pas consulter, là, on a l'impression que Paris décide aussi seul de défendre cette position de confinement. Et puis, le gouvernement ironise un peu, parce que ils disent que sur le plan sanitaire, ça n'a évidemment aucun sens et que la fermeture stricte, le confinement strict de 3 semaines ne suffirait pas pour pouvoir reprendre ensuite une vie normale en rouvrant cafés, restaurants et lieux culturels. Donc ça fait tout de suite un bad buzz, comme on dit, et Anne Hidalgo le sent bien et va dire à Emmanuel Grégoire qu'il doit faire marche arrière et revenir sur ses propos pour dire que ça n'était qu'une hypothèse de travail, mais absolument pas une demande formelle. Cette séquence est mauvaise pour l'image d'Anne Hidalgo ? Quand même, oui, parce que ça montre qu'il y a une sorte de cafouillage au sein de l'hôtel de ville. D'ordinaire, ils ne parlent que d'une seule voix, Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire. Donc là, on a l'impression que les deux ne se sont pas très bien accordés. Et puis surtout, quand l'idée d'un confinement strict avait été évoquée par le premier adjoint d'Anne Hidalgo, certains trouvaient ça un peu courageux, finalement, de parler d'un confinement que tout le monde redoute, mais en disant c'est une mesure stricte qui s'impose et qu'il faut prendre maintenant plutôt que de laisser l'épidémie courir partout. Marianne Guéraud, on parlait tout à l'heure des critiques de l'opposition au Conseil de Paris. Maintenant, en coulisses, plusieurs adjoints d'Anne Hidalgo critiquent son manque d'engagement dans la gestion de la ville. Il commence à apparaître au sein de l'équipe d'Anne Hidalgo que les décisions tardent à être prises, que certains arbitrages qui devraient être donnés par la maire de Paris ne le sont pas, et puis que ça patine un peu en termes de consultation au sein de l'exécutif. Il y a même certains adjoints qui attendent toujours leur feuille de route. Les feuilles de route, c'est un peu ce qui permet à chaque adjoint nommé par la maire de Paris de savoir quels vont être les grands dossiers. L'élection du Conseil de Paris a eu lieu en juillet 2020. Donc la montre commence à tourner et certains s'inquiètent justement que les directives ne soient pas aussi claires que voulu. Julien Dufay, vous interviewez Anne Hidalgo pour Le Parisien le 2 mars et elle revient sur l'annonce d'un confinement strict à Paris d'Emmanuel Grégoire quelques jours plus tôt. Elle ne répond pas sur le fond, elle dit simplement que ça n'a jamais été une demande de sa part ou de sa majorité. Elle incrimine les médias, elle dit qu'il y a eu un emballement médiatique, donc elle ne désavoue pas clairement son premier adjoint. Est-ce qu'elle est confiante pour la suite ? Elle est assez confiante. Quand on l'interroge, elle doit recevoir le lendemain le prix de la personnalité politique de l'année qui est remis par le jury du Tombénoscope. Et elle insiste beaucoup sur les motivations du jury, le fait qu'elle ait résisté dans l'adversité, qu'elle ait été réélue un peu malgré les difficultés. Ça a l'air de la motiver. Et même quand on le fait remarquer les sondages qui ne sont pas très bons, elle dit que si elle avait écouté les sondages il y a 2 ans, elle ne serait pas représentée à la mairie de Paris, elle n'aurait pas été élue. Donc elle croit en sa bonne étoile. Quand est-ce qu'elle décidera de se lancer réellement ou non pour la présidentielle de 2022 ? Toujours dans cette interview, elle donne rendez-vous à l'automne. Elle nous dit on aura peut-être des choses à se dire à ce moment-là. Donc elle veut, dans l'idée, multiplier les déplacements, installer l'idée d'une candidature, que ça infuse dans l'opinion pour, si les sondages sont bons, si sa candidature prend, se déclarer à l'automne. Marianne Guéraud, d'un mot, pour l'instant, c'est quand même un départ poussif pour Anne Hidalgo ? Elle est en train de poser les jalons de sa candidature. On ne peut pas encore juger de savoir si la candidature est solide ou pas. Là, elle en est à ses débuts. C'est un peu les balbutiements. Alors certes, on l'a dit tout à l'heure, l'enquête d'opinion dans le JDD montrait que 6 Français sur 10 avaient encore une mauvaise opinion d'elle. Mais à côté de ça, elle progresse quand même. Le nombre de bonnes opinions de la population progresse de 5 points. En termes d'envergure présidentielle, c'est pareil. Elle progresse là aussi. Elle gagne 7 points. Donc on peut dire qu'elle est en train
train petit à petit de s'installer dans la posture de future candidate de gauche et les mois prochains diront si son pari peut être gagné ou pas. Merci à Marianne Guéraud et Julien Dufay. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre appli préférée.